Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Camille, je te laisse accueillir. Ouais, enchanté tout le monde. Bienvenue au talk du jour où on va parler encore une fois vélo, mais surtout on a un intervenant de marque aujourd'hui. Stein Van Estouren est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Stein. Il a écrit un super livre que je vous conseille à tous de lire, Pourquoi pas le vélo? Et on va en parler tous ensemble aujourd'hui, parce que en fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre et comment essayer aujourd'hui d'enlever tous les freins qu'on peut avoir au vélo. Donc j'ai mon copartenaire avec moi, comme chaque talk, qui est Jean-François Dino, que vous connaissez déjà pour ceux qui nous rejoignent, enfin en tout cas ceux qui sont abonnés régulièrement et ceux qui nous rejoignent, voilà, vous avez les présentations qui sont faites. Donc enchanté, on va prendre un temps aujourd'hui. Comme d'habitude, ça va être le décryptage, souvent réalisé par Jean-François. Puis après, on va découvrir notre invité et le sujet. Donc ce sera Stein qui prendra la parole. Et l'idée, bien évidemment, à la suite de cela, c'est de partager tous ensemble et de poser les petites questions qui vont de soi. Donc n'hésitez pas, vous avez l'onglet questions à droite. Et puis pour commencer, on peut vous laisser vous présenter dans le chat, voilà, vous dire, enfin, vous présenter, vous dire d'où vous venez, qui vous êtes. Voilà, et puis pour information, on aura un talk le 4 novembre prochain sur le forfait mobilité durable, question aussi toujours importante pour les entreprises, où on aura l'honneur de recevoir la société Skipper et la société Ecodev. Voilà, je vais te laisser la parole, Jean-François, et encore une fois, bienvenue à tous. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et donc, ça continue d'affluer. Ouais, je pense qu'on va être même beaucoup plus, ça n'arrête pas de bouger. Oui, bonjour à tout le monde qui se présente dans le chat, n'hésitez pas, ça crée l'interactivité et on a besoin de beaucoup d'interactivité aujourd'hui parce que le but c'est que vous posiez toutes vos questions à notre meilleur complice qui nous a rejoint avec Stein. Donc bonjour Tanguy, Thomas, Olivier, Julien, Adélaïde, Ludovic. Présentez-vous dans le chat et posez vos questions, même si c'est pour tout à l'heure, ça permettra de les organiser. Euh, Quelques mots pour commencer, pour vous donner quelques nouvelles d'asphalte. Je vais faire court. Un premier truc qu'on voulait vous partager, parce qu'on en est fiers, depuis le premier jour du projet et de l'entreprise, on soutient différentes actions solidaires en France, en Europe ou ailleurs. Et une des premières actions que l'on a soutenues, c'est une école au Burkina Faso qui distribue une dotation de vélos tous les ans aux élèves les plus méritants et à l'enseignant le plus méritant de l'école. Et c'est Asphalt qui offre ces vélos. Cette année, on a offert 7 vélos qui sont sourcés localement. Donc, c'est des vélos refurbishés localement. On ne va pas envoyer des vélos par container au Burkina Faso. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Et je vous partageais ça parce que pour moi, ça résonne avec ce qu'on va se dire aujourd'hui, parce que le vélo est le moyen de locomotion, le véhicule principal. Et quand on offre un vélo à un enfant là-bas, c'est le vélo de la famille. C'est comme si on offrait une voiture à la famille, parce qu'il va être utilisé par la famille, mais aussi par les voisins pour aller chercher, pour aller faire des courses, etc. Ma première réaction, la première fois qu'on a offert un vélo, c'était mais c'est des vélos d'adultes, on offre ça à des petits enfants, il y en a certains qui vont, c'est pas le vélo de la bonne taille. Mais non, en fait, le concept, c'est on offre un véhicule à la famille. Et, euh, et je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on va se dire tout à l'heure, qui fait partie de la mission aussi d'Asphalt, c'est de faire qu'il y ait un peu plus de monde qui considère le vélo comme son véhicule principal, celui qu'on prend en premier pour aller, comme je dis souvent, chercher sa baguette de pain ou aller conduire les enfants à l'école, parce que c'est ça, changer de culture. Et on peut encore avoir une voiture, mais si le premier véhicule qui est prêt à partir pour aller faire quelque chose, c'est le vélo, on change la donne. Deuxième point, un peu pour vous donner une évolution de l'activité. On a signé pas mal de comptes ces derniers temps, mais je voulais souligner deux expériences. Une première, Porsche. Qu'est-ce que Porsche vient faire ici? Eh bien, on déploie ce qu'on appelle maintenant du vélo de courtoisie. Donc, quand maintenant dans le réseau Porsche parisien, vous voulez faire entretenir votre magnifique voiture, vous pouvez avoir un vélo à assistance électrique
de haut de gamme, on travaille avec Voltaire, notre marque partenaire avec les centres Porsche, pour quelques heures, la demi-journée, pour aller vaquer à vos occupations à Paris pendant que votre voiture de sport se fait entretenir. Et je trouve ça très symbolique que ce soit une des marques les plus haut de gamme qui soit une des premières à basculer dans cet usage. On a pas mal de retombées derrière ça qui nous emmènent vers n'importe quel type d'atelier de maintenance de voiture qui veut mettre en place ça. Parce que là aussi, c'est une conception de, ben oui, il y a des gens qui ont le droit d'avoir des jolies voitures et aimer les belles voitures. Mais qu'est-ce qui fait le plus sens pour utiliser pendant 2-3 heures dans le centre de Paris? Est-ce que c'est avoir une voiture de prêt ou avoir un vélo qui me permet de me déplacer facilement? Et ben, en tout cas, les centres Porsche testent cette démarche. Et Avignon, donc pour boucler, on a une nouvelle offre chez Asphalt qui s'appelle le vélo de courtoisie, avec un service un peu spécial pour ces centres. Et Avignon, qui est une nouvelle référence chez qui on déploie des dizaines de vélos de fonction à Montpellier et à Paris. Avignon, c'est un des leaders mondiaux de la visualisation de la data, qui est une boîte américaine qui est bien implantée en France. Et je voulais le souligner parce que ça montre aussi notre déploiement dans toutes les zones françaises, et notamment Avignon a une grosse équipe montpelliéraine. Et donc, on équipe aujourd'hui la région de Montpellier. Vous le savez, Asphalt travaille partout en France, et notamment à Montpellier. Et dernier point, je vais vous partager un petit lien qui est notre technologie qui avance beaucoup et qui simplifie en fait l'expérience des collaborateurs chez nos clients, où aujourd'hui, en une minute, une fois que l'entreprise a décidé de mettre à disposition des vélos de fonction, des vélos collaborateurs auprès de leurs collaborateurs, ben, ils ont leur petite e-boutique personnalisée qu'on appelle chez nous le Bike Planner, qui permet à chaque collaborateur de choisir son vélo en quelques minutes et de pouvoir en fait générer la commande avec tout ce qui va être simulation de son financement, etc. C'est une innovation qui paraît toute bête, qui a demandé pas mal de travail parce que vous avez tout un outil de simulation financière en live pour chacun et qui permet d'accélérer énormément les processus, parce qu'une fois que les conditions avec les employeurs sont déterminées, et ben, en quelques minutes, tous les collaborateurs peuvent sélectionner leur vélo, on génère les devis, c'est validé. Aujourd'hui, toutes les demandes des collaborateurs chez nos clients passent par ces outils. Et ben voilà, je vous ai parlé des news d'Asphalt. Donc, je vais pas vous présenter longtemps, il va se présenter lui-même, Stein, mais on est très, très, très heureux que tu nous rejoignes aujourd'hui. Comme je le dis souvent, on a l'impression que tu es notre meilleur complice pour aller évangéliser le vélo au quotidien, notamment auprès des entreprises avec qui on travaille aujourd'hui ou avec qui on aimerait travailler. Et Stein va vous expliquer ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce magnifique bouquin, Pourquoi pas le vélo. Et comme je disais à Stein tout à l'heure, moi j'ai 2 bouquins sur mon bureau de manière constante. Il y a celui-ci, donc de Stein, et puis un tout petit qui s'appelle Le Code du cycliste. En gros, c'est tout le cadre réglementaire lié au vélo. Et avec Camille, quand on parle avec des prospects, il y a 2 registres qui sont souvent du domaine des freins des entreprises. C'est des choses un peu plus culturelles. Est-ce que c'est possible d'utiliser le vélo au quotidien? Et puis, il y a un aspect, oula, quel est le risque de l'employeur? Quels sont les problèmes que ça peut poser? Quelle est ma responsabilité? Et ça, c'est ça qui y répond. Donc voilà, en tout cas, une très bonne lecture qu'on vous conseille tous, c'est Pourquoi pas le vélo de Stein, qui va nous expliquer sa démarche. Et puis après, on a surtout une belle session de questions-réponses. Donc, à vos questions, on a déjà récolté une liste en amont par les sondages sur les réseaux sociaux, mais surtout, venez remplir cet onglet questions de notre chat. À toi, Stein. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-François, Camille, pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là pour discuter de vélo. On va construire ensemble une société avec non seulement des pistes cyclables, mais aussi avec un débat sur le vélo, parce que la transition ne passera que par le débat. Nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin de réfléchir, de comprendre et de saisir ce sujet qui a l'air tout simple, mais en fait qui ne l'est pas du tout.
Et juste pour réagir à cette société Porsche, moi j'ai bien aimé ces informations. On pourrait dire que c'est très risqué, hein, Porsche. Parce qu'en fait, Porsche, une fois que Porsche va mettre des vélos à la disposition de leurs clients, ils risquent de sérieusement faire mal à leur business. Parce qu'une fois que vous prenez goût au vélo, vous ne retournez pas sur la voiture. Mais en fait, en réalité, c'est très intelligent parce qu'en fait, ils se positionnent déjà sur un marché qui, de toute évidence, est en train de se créer partout dans le monde. Et donc, voilà, j'aime beaucoup cette observation-là. Alors, je suis attaché diplomatique en France auprès de l'UNESCO parce que j'ai un boulot à côté de ça, un boulot à temps plein. Je travaille, je fédère des États membres de l'UNESCO autour des idées. Mon travail, c'est la diplomatie. Et en fait, je mets en œuvre les mêmes principes de la diplomatie multilatérale dans le vélo. Parce que le vélo, comme c'est un sujet qui est un peu conflictuel, parfois, il faut rassembler les esprits et c'est parfois un peu compliqué. Et ça s'appelle le débat et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là qui est voilà, pourquoi pas le vélo, c'est une méthode. C'est une méthode avec plein d'exemples que j'ai tirés des dizaines de débats que j'ai eus partout, à l'étranger aussi, et qui m'ont inspiré tout ça. Je me dis, tiens, il faut que ces débats ne s'évaporent pas, mais il faut que ça reste quelque part pour que vous puissiez le relire et découvrir les photos. Tout d'abord, je vais vous révéler quelque chose. Et je suis particulièrement bien placé pour le révéler parce que souvent on dit, le vélo, c'est dans votre culture. Stein, c'est normal que tu parles du vélo parce que tu es hollandais. C'est dans votre ADN. Votre pays a toujours été cyclable. Vraiment, des gens ils me disent ça. Même moi, je le pensais. Mais en fait, pas du tout. Les Pays-Bas étaient un pays du tout voiture jusque dans les années 70. Et en fait, si aujourd'hui, les Pays-Bas sont cyclables et que si aujourd'hui, les rues ressemblent vraiment à ça, c'est-à-dire avec beaucoup de vélos et un peu moins de voitures, surtout en ville, parce qu'il y a beaucoup de voitures aux Pays-Bas quand même, c'est parce que les citoyens, ils en ont eu ras-le-bol tout simplement, de l'insécurité routière, de la peur, de la pollution, de la sédentarité et surtout de l'impossibilité de profiter de l'espace public et de créer une sorte de bien-être. Parce que qu'est-ce qu'on s'est régalé pendant le confinement, au moins en étant dans un espace public sans stress, sans danger, sans vitesse. On a vraiment compris quelque chose là. Et ça, c'est passé aux Pays-Bas dans les années 70. Et donc, les Néerlandais, ils ont mis une pression sur le gouvernement pour dire grouillez-vous, on a besoin d'une société de qualité. Et puis, il y a eu le choc pétrolier en 73, il n'y avait plus de pétrole, toutes les voitures étaient à l'arrêt, il fallait faire quelque chose. Et le gouvernement a, sous cette pression du problème énergétique, lancé les dimanches en voiture d'abord, et ensuite le grand plan vélo qui a vraiment lancé la transformation de la société néerlandaise. Donc en fait, le vélo, ce n'est pas une question de culture du tout. Je dirais plutôt que c'est la culture qui empêche souvent le vélo de s'installer, mais c'est plutôt une question de volonté citoyenne, de volonté politique et surtout de stratégie. Et je suis très content de parler avec des employeurs parce qu'en fait, le vélo, c'est une question stratégique. C'est quoi mon entreprise demain? Comment les gens vont se déplacer demain? C'est quoi notre image de marque? C'est quoi notre contribution à la société? C'est quoi notre responsabilité vis-à-vis des problèmes qui se posent pour tout le monde? Le réchauffement climatique, la pollution, etc. Voilà, on a plein de questions très stratégiques sur lesquelles nous avons besoin de nous positionner. Et le vélo, c'est un moyen pour le faire. Et pour faire ça, je pourrais parler longuement sur la question, mais pourquoi le vélo? Mais en fait, je n'ai pas besoin de faire ça, parce qu'on sait très bien pourquoi il faut faire du vélo. Je dirais presque le contraire. Pourquoi faire de la voiture? En fait, il n'y a pas d'argument rationnel pour vendre une voiture aujourd'hui. On ne pourra pas dire que ah oui, la voiture, c'est très facile à se garer, c'est très bon marché, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la planète, c'est très... Non, en fait, la voiture, c'est le contraire de tout ça, alors que le vélo répond à toutes ces questions. C'est bon pour la santé, ça réduit l'insécurité routière, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les caisses de l'État. En fait, c'est bon pour tout. Donc la question, c'est plutôt pourquoi pas le vélo? Pourquoi on ne bascule pas massivement dans un modèle vélo qui est déjà mis en place à 3 heures de train d'ici? Moi, je suis à Paris. Si vous montez dans le Thalys, 2 heures et quart plus tard, vous êtes dans un monde totalement véloisé où tout le monde se déplace à vélo, y compris les enfants, y compris les personnes âgées. D'ailleurs, la catégorie des personnes qui fait le plus de vélo aux Pays-Bas, ce sont les gens entre 65 et 75 ans. Donc voilà, si on dit on ne peut pas valoriser le vélo parce que comment on fait avec papy et mamie, c'est eux justement qui font le plus de vélo. Et même les personnes âgées et même les personnes handicapées.
parce que justement, une piste cyclable, c'est moins dangereux qu'une route pour les voitures. Voilà. Alors, dans mon livre, donc, c'est quoi ces barrières qui nous empêchent d'avancer et d'embrasser un autre mode plus sobre de déplacement? J'ai développé la théorie des 5 P et je vais les prendre un par un. C'est les P qui vous empêchent d'embrasser le vélo. Et la première, c'est la peur. C'est la peur des voitures, bien sûr, parce qu'on se dit, oula, il y a trop de voitures, j'ai trop peur sur mon vélo, j'ai trop peur pour mes employés. Mais en fait, je vais vous révéler autre chose. Le vélo, ce n'est pas dangereux du tout. Vous savez ce qui est dangereux? Nager, c'est dangereux. Saviez-vous que chaque année, en France, il y a 1000 personnes qui décèdent par noyade? Et pourtant, il n'y a personne qui va dire « Oula, je ne vais pas à la piscine, hein, parce que c'est beaucoup trop dangereux ». Saviez-vous que chaque année, il y a 20 000 personnes en France qui décèdent à cause des accidents domestiques? Pourtant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire « Oula, il faut qu'on mette un casque à la maison parce que c'est très dangereux ». Non. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons tous dans une maison et dans un jardin, parce que nous allons tous à la piscine. Et donc, en fait, on n'ose pas mettre en question, on n'ose pas mentionner ce risque-là parce qu'on l'a assumé. Voilà, 3000 personnes décèdent chaque année simplement parce qu'ils prennent le volant. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, parce qu'on est tous automobilistes. Pour le vélo, il y a juste 160 personnes qui décèdent chaque année en France. Voilà, c'est 160 morts de trop, mais c'est très très peu par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Et comme c'est un petit groupe encore, hein, c'est 3% des déplacements en France, on peut encore dire « Ah, mais c'est ces gens qui sont dangereux, qui font des trucs hyper dangereux », alors que ce n'est pas dangereux du tout. C'est ça le message que je voudrais passer. C'est tellement irrationnel que je vais vous donner une belle illustration de ça. Il y a une école à Paris où un jour, en fait, il y a une rue devant cette école et un jour, la ville de Paris a décidé de créer une piste cyclable dans cette rue. Et tout d'un coup, tous les parents ont dit « Oula, c'est dangereux, il faut mettre une barrière pour nos enfants parce que vous imaginez que les enfants tombent du trottoir et ils sont happés par ces très dangereux vélos. » Alors que pendant des années, il y avait des voitures qui passaient au même endroit à 50 km/h. Donc, c'est-à-dire des engins pesant 1500 kg, voilà, une allure beaucoup plus importante. Mais ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce qu'on l'a intégré. C'est le danger qui est intégré. Et c'est pour ça que la barrière, elle est là. Moi, je dis toujours, l'infrastructure la plus importante pour créer une ville différente, en fait, elle ne mesure que 10 cm. Elle va de là à là. C'est la volonté, c'est l'idée d'une piste cyclable, c'est l'idée d'une flotte de vélos, c'est l'idée d'une autre façon d'appréhender le risque de son personnel. Le risque, tout à l'heure, Jean-François, tu disais, voilà, c'est quoi le risque de l'employeur? Le risque de l'employeur qui n'embrasse pas le vélo, c'est d'être largué, parce que demain, vous n'existez plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, les employés, ils veulent du sens. Ils vont aller dans des entreprises, ils vont vous demander, est-ce que vous avez un parking vélo? Est-ce que vous avez un package de vélo? Est-ce que vous avez un vélo de fonction, de service? Est-ce que vous avez un accompagnement? Est-ce que vous avez un atelier? Est-ce que vous avez des douches, etc. Si vous n'avez pas tout ça, ça veut dire que vous êtes dans un autre monde. Même Porsche est en train de bouger, parce que Porsche, il va aussi installer des douches et tout ça. Voilà, c'est ça qui est en train de changer. Peur, encore, je parle de la peur. Il y a aussi la peur métaphysique derrière. On n'aime pas changer. Moi y compris, j'aime pas changer. Pourquoi? Parce que la peur, depuis la nuit des temps, ça cache la mort. Parce que, voilà, on a 200, 300 000 ans d'Homo sapiens. Pourquoi on a survécu? Parce qu'on a réussi à éviter les dangers. C'est-à-dire, tout ce qui était nouveau, on a dit, oula, il ne faut pas qu'on touche parce qu'il risque d'être quelqu'un dedans qui va nous manger. Mais par contre, aujourd'hui, dans cette société moderne dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre cette approche. On ne peut pas mettre notre tête dans le sable et dire, le vélo, c'est un truc des pays du Nord. Non, on est obligé de se dire, c'est quoi le bien-être? C'est quoi être fort sur un marché? C'est quoi d'être dynamique? C'est quoi d'être convivial? C'est quoi d'être enthousiasmant? Voilà, il se trouve que c'est le vélo. Si vous partez en vacances, est-ce que vous louez une voiture pour le plaisir? Non, vous allez louer un vélo. Parce que le vélo, c'est une réponse immédiate à votre besoin de bien-être. Deuxième P, c'est la perte. Non, je dirais encore autre chose, c'est que le vélo dangereux, non, ce qui est plus dangereux, c'est de ne pas en faire. Parce que si vous ne faites pas de vélo, vous augmentez votre risque d'avoir une crise cardiaque de 41%. Vous augmentez votre risque d'obésité. Vous augmentez votre risque d'avoir un parcours de maladie beaucoup plus important que des personnes qui vivent bien parce qu'ils bougent tout simplement. Voilà, le risque, il est l'inverse. Il suffit de le voir. C'est ça la différence. Autre chose, la perte, c'est le deuxième P. Pourquoi on a tant de mal à embrasser le vélo? Parce que notre esprit il est fabriqué de telle façon qu'il est très difficilement capable, voire pas capable, de voir ce qu'il va gagner en changeant.
Parce que nous avons un réflexe qui consiste à dire que dès qu'on propose quelque chose de nouveau, on dit oh, mais je vais me garer où? Oh, je vais perdre de l'espace sur la route. Ah, je vais changer mes habitudes. Oui, mais comment je vais faire? En fait, on a tout de suite, on a l'impression qu'on nous vole quelque chose. On a fabriqué comme ça. C'est encore un réflexe de l'évolution qui nous a fabriqué comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va dire quand on crée une piste cyclable, ah génial, enfin une rue où un enfant pourrait se déplacer tout seul, ou une personne âgée pourrait se déplacer sans prendre la voiture qui coûte cher, qui est dangereux, qui vous coupe de l'autre aussi, etc. Ah, enfin j'ai moins de bruit, enfin j'ai moins de pollution, enfin le commerce local va marcher mieux, parce qu'un cycliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ses courses chez lui, il va investir dans sa ville et pas dans un centre commercial à perpète qui va juste arranger un certain nombre d'investisseurs. Voilà. On ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. Et on n'est pas câblé pour faire un effort d'imagination, parce que c'est fatigant, il faut être formé pour ça, et c'est ça que nous sommes en train de faire dans cette discussion même. C'est que, en fait, quand vous investissez dans le vélo, vous créez des gens plus heureux. Ce n'est pas de la poésie que je raconte, hein. C'est prouvé, bouger pendant 30 minutes, que ce soit d'ailleurs en marchant ou en faisant du vélo, en fait, ça libère des endorphines qui sont des morphines et qui sont une sorte de drogue naturelle, d'ailleurs, qui est très addictif. C'est même très dangereux. Une fois que vous vous mettez au vélo, vous ne retournez jamais en arrière parce que vous êtes happé par le virus du vélo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'évolutionnairement, encore une fois, le corps, il est fait pour bouger. D'ailleurs, si vous ne l'utilisez pas, vous allez le perdre. Use it or lose it. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que une fois que vous y mettez, vous continuez. Et avec les coronapistes qui ont été installés dans la société française, beaucoup de gens se sont mis sur le vélo électrique et ils continuent parce qu'ils ont découvert un nouveau système qui fonctionne. Pourquoi aussi alors, je vais dire les préjugés. C'est le 3e P. Ce qui nous empêche d'avancer et d'embrasser un nouveau modèle, c'est les préjugés qu'on a sur l'ancien modèle. On dira, ah non, on ne peut pas parce que le vélo, là, c'est dangereux, mais je fais comment quand il pleut? Je fais comment quand je dois transporter mes armoires normandes et mes enfants et mes beaux-parents pour aller à l'aéroport? Je fais comment si j'ai un relief, si j'ai une colline, si j'habite à la campagne? Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un village de 1321 habitants. Et tout le monde fait du vélo. Aussi de la voiture, mais aussi du vélo. Donc moi, je suis bien placé. Je suis né vraiment à la campagne, entre les fermes de cochons, où tout le monde fait du vélo. Quand je sortais en boîte, moi, je roulais à vélo avec mes copains. Je n'avais pas de bus, parce que le bus, en fait, c'était nous sur le vélo. Et c'était vachement bien, en plus. Donc, en fait, c'est tout à fait possible. Pourquoi on a ces préjugés? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on a tous ces préjugés qui nous polluent la vision claire stratégique que vous, en tant qu'employeur, vous êtes amené à avoir? C'est parce que ce qui nous empêche vraiment à faire du vélo, c'est le manque de réseau cyclable. Parce que si on avait créé un réseau cyclable avec l'argent de l'État, plutôt que de le mettre dans des bus qui coûtent un pognon de dingue, qui polluent, etc., dans ce cas-là, on n'aurait plus besoin de bus. Les enfants pourraient aller à l'école tout seuls. Les employés pourraient aller à leur travail de façon très facile, sans arriver en retard. C'est que quand quelque chose manque, c'est-à-dire le réseau cyclable, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et donc, du coup, il faut faire un effort pour l'imaginer. Et ça, ce n'est pas naturel. Parce qu'en fait, vous et moi, sans doute, vous n'êtes pas urbanistes. On n'a pas l'habitude d'imaginer l'espace public autrement. On n'est pas formé pour ça. Personne ne nous a appris ça. Et donc, du coup, on va inventer des excuses. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils ne font pas de vélo parce que, voilà, il faut transporter 20 kilos et parce qu'il pleut. Alors qu'il pleut très peu en France, même moins en France. Et moi, mes sacoches transportent sans aucun problème 40 kilos. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les vélos dépensent même plus chez les commerçants locaux que les automobilistes. Donc, voilà, c'est les préjugés. Et puis, il y a aussi un autre effet psychologique. C'est qu'on a tellement été habitué à un monde où la voiture a pris toute la place qu'en fait, on a commencé à trouver ça très sympathique. Ça s'appelle l'effet de simple exposition. C'est ce qui se passe quand vous êtes même habitué à une certaine violence. Eh bien, vous allez trouver ça sympathique.
parce que vous n'avez rien vu d'autre. Donc, la gentillesse, vous ne le connaissez pas. Donc, le bien-être d'être sur un vélo, vous ne le connaissez pas. Vous allez le considérer comme des emmerdeurs qui arrivent avec leur vélo parce que, voilà, ils vont mettre le bordel, comme on dit, créer l'anarchie. Il y avait un article dans le New York Times il y a 2 jours qui disait « Ah, Paris, c'est l'anarchie ». Alors que pas du tout. Le vélo, ce n'est pas de l'anarchie, c'est juste un autre système dans lequel les humains, ils sont tellement connectés par leur sens que ça fonctionne. C'est comme une ruche. C'est comme les fourmis. Ce n'est pas une anarchie, mais c'est un système qui est juste humain, qui ne fonctionne pas avec des feux tricolores, mais avec des êtres humains. C'est apaisant. Donc voilà, en fait, ce sont des pièges psychologiques que j'ai développés dans mon livre parce que je veux vraiment qu'on en prenne conscience. 4e P, c'est la pensée dominante. En fait, on a très peur de penser différemment parce que dans la société, on a vraiment formaté pour penser comme les autres. Parce que si vous pensez nouveau, vous êtes « Ah, c'est le petit farfelu là. Ah, c'est le petit type qui arrive sur son vélo. Il n'a pas tout à fait compris comment tourne le monde. Qu'est-ce qu'on se sent bien tous ensemble dans notre véhicule voiture de fonction, alors que le vrai véhicule de fonction, c'est le vélo. » C'est que, je vous donne un très bel exemple. Il y avait cette chroniqueuse dans l'émission Grande Gueule qui disait sur le plateau: qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule qu'un mec en costard sur une trottinette? Ha 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 ha, oui, une façon de le tuer symboliquement. Alors moi, je vais vous répondre à cette question. C'est très simple. Vous savez ce qui est plus ridicule qu'un mec en costard sur une trottinette? C'est un mec en costard dans une SUV qui est coincé dans un embouteillage et qui est doublé par un mec en costard sur une trottinette, qui a raison de rouler sur une trottinette ou sur un vélo. Parce que moi, tous les matins, aujourd'hui, je double carrément une bouchon presque de ma porte jusqu'aux portes de Paris. En fait, moi, je vais même mettre un drapeau sur mon vélo avec le texte « Si vous êtes pressé, prenez le vélo ». Mais c'est vrai, c'est juste incroyable. En fait, pour cette chroniqueuse, en disant cela, c'est quoi le but? C'est de ridiculiser l'autre. Parce qu'on sait très bien que l'autre a raison. On sait très bien quand on est doublé par des personnes, par un petit moyen de transport qui est discret, qui ne coûte rien, qui est mieux pour votre santé, vous savez bien qu'il y a un problème là. Vous êtes peut-être trompé du système. Mais comme c'est le système de tout le monde, vous n'osez pas le mettre en question parce que vous avez peur d'être ridiculisé. On a peur du ridicule. Moi, je vais vous dire que le ridicule, c'est là qu'il y aura votre force. Vous pouvez être encore parmi les premiers, parmi les pionniers du ridicule et le transformer en force. Parce que l'entreprise moderne aujourd'hui, c'est quoi? C'est une entreprise qui investit dans le bien-être de son personnel. Et la première chose à faire quand vous investissez dans le bien-être de votre personnel, c'est de bouger. Les Français, en 2020, quand ils ont pris leur résolution de bonne année, c'était 2 choses. C'était bouger plus et penser à mon bien-être. Il suffit que en fait, il se trouve que le vélo répond gratuitement à ces 2 questions. Voilà, pas besoin d'acheter un abonnement au club de sport ou faire des voyages lointains qui polluent en plus pour aller voir sur les plages. Non, moi, tous les jours, j'ai mes 30 minutes d'aller à vélo et mes 30 minutes de retour. Si je n'ai pas ça, j'ai un problème. D'ailleurs, le confinement, le télétravail me pose ce problème-là. J'ai besoin d'un minimum d'éloignement quand même pour être obligé de bouger. Sinon, je me sclérose. 5e P, c'est la passivité. La passivité, c'est un fléau. C'est qu'on a tellement été habitué, moi je fais un lien avec le vélo, à être transporté en France comme des légumes, comme des petits légumes sur la banquette arrière de nos parents, ou des bus, ou des machines qui nous déplacent, que déjà qu'on ne marche plus. Saviez-vous que le Français moyen marche 300 mètres par jour? 300 mètres? Oui, 300 mètres par jour. Alors que dans les années 50, il marchait 7 km par jour. Pourquoi 300 mètres? Parce qu'on sort de son lit, ensuite on va dans son salon, ensuite on va dans sa voiture, ensuite on va à son bureau, ensuite on va à la cantine, et puis vice-versa. Ça fait 300 mètres. Vous ne vivrez pas très vieux, très bien en marchant 300 mètres par jour. Le vélo vous donne juste ce supplément d'activité dont vous avez besoin pour être bien, tout simplement. C'est le minimum, c'est votre assurance vie minimale pour vivre bien, quoi. Donc la passivité, c'est l'incapacité de prendre une initiative, de dire on va mettre en question ce qu'on fait aujourd'hui, on va voir comment on peut faire autrement. On va peut-être même le faire avec nos employés, on va leur poser des questions. Comment voulez-vous changer? Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un cousin qui habite aux Pays-Bas, qui travaille dans une très grosse société de transport, camion. Voilà, il y a 150 camions qui vont partout, beaucoup de chauffeurs, très mauvaise hygiène de vie, mangent souvent dans des restaurants, ne bougent pas, grossissent. Voilà, l'entreprise a dit, je veux investir dans mon personnel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais venir un coach qui va regarder avec eux, leurs moyens de transport, leur façon de manger, de bouger, de vivre. On fait quelques piqûres pour voir un peu leur santé. En fait, ça l'a transformé. Ça l'a transformé.
Pourquoi ça l'a transformé? Parce qu'en fait, il avait besoin de ce moment de disruption qui a été offert par l'employeur pour se poser des questions. Parce que se poser des questions, ce n'est pas naturel. Parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. Ce n'est pas entre lundi et vendredi que vous allez changer de façon de faire, que vous allez changer de façon de manger, que vous allez changer de façon de vous transporter. Ça se passe quand vous déménagez, ou quand vous changez d'employeur, ou quand vous avez des enfants. Voilà, c'est là que vous allez dire, ah, comment je vais faire? Et après, vous testez 2 moyens de transport, et bah, vous prenez la meilleure, et hop, c'est reparti pour 10 ans. Vous, en tant qu'employeur, vous pouvez créer ce moment disruptif, c'est un mot négatif, mais pour créer une disruption heureuse qui va permettre aux employés de se dire bah, tiens, je pouvais faire autrement. Et c'est ça qui s'est passé pendant le confinement. Il y a plein de gens qui se sont mis au vélo et qui ont découvert en fait, ah tiens, j'ai vu plein de pistes cyclables maintenant. Parce qu'en fait, les autorités, voilà, ils ont mis des centaines de kilomètres de pistes cyclables. Donc, c'est la passivité. Mon appel, c'est dépasser la passivité. Voilà, il y avait un jour, moi, quand je vais dans un restaurant, je demande toujours, en fait, où sont les arceaux à vélo? Parce que je n'arrive pas à me garer. À vélo, on n'arrive pas à se garer aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus et tous les poteaux sont pris. Parce que c'est la nouvelle vague. Et en fait, et donc j'ai proposé à un entrepreneur, c'est un magasin d'ailleurs, bio en plus, qui me disait, donc j'ai dit, et si vous demandiez à la mairie de mettre des arceaux à vélo? Et qu'est-ce que la personne me dit? Ben, je ne peux pas, parce que c'est la mairie qui décide. Je dis, mais la mairie, c'est qui? La mairie, c'est les gens qu'on a élus honorablement pour qu'ils nous facilitent la vie. Mais pour nous faciliter la vie, il faut quand même qu'ils sachent ce dont on a besoin et ce dont nos clients ont besoin. Et la personne dit, non, mais en fait, je ne peux pas. C'est la mairie qui décide. Et c'est là que je dis, stop. Stop à la passivité. Vous, en tant qu'employeur, vous avez le sort de votre pays entre vos mains. Si vous vous mettez ensemble dans un club employeur mobilité et vous allez voir la mairie ou la direction de votre collectivité, votre territoire, votre agglomération, voire votre région, ils vont vous écouter. Vous êtes la première force économique du pays. Donc en fait, vous avez une énorme responsabilité qui repose sur vos épaules. Vous pouvez contribuer très activement au changement de votre société. Donc voilà, c'est les 5 P qui sont, en gros, qui nous empêchent d'avancer. Alors, comment surmonter ça? L'exemple que je vais te donner, c'est un peu le vertige. Il y a des gens qui ont le vertige. Moi, je ne l'ai pas, heureusement. Oui, heureusement. Et en fait, le vertige, c'est un peu comme... parce que j'en parle un jour quand j'ai fait un vol à Montgolfière pour mes 10 ans de mariage avec ma femme, on s'est offert ça. Et quelqu'un me disait, madame, j'ai le vertige. Je dis, mais en fait, ça disparaît tout de suite dès que tu te mets dans le panier du ballon. Et en fait, et que ça monte très vite, ben, en fait, ça disparaît tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que le vertige, c'est-à-dire cette peur de changer, de vous mettre en hauteur, de quitter l'ancien monde, en fait, elle n'est active que autant que vous êtes connecté à l'ancien monde. C'est que vous avez peur en étant sur le sommet d'un bâtiment et vous regardez les 10 étages en bas parce que vous êtes encore sur sur le bâtiment, vous êtes connecté à l'ancien monde et ça fait peur naturellement de le quitter. Mais une fois que vous êtes dans le panier, vous êtes pof. Ah non, non, moi j'ai une entreprise et chez nous on se déplace à vélo. On a des flottes de vélos. Vous ne pensez plus voiture. Vous avez toujours besoin de voiture, hein, mais le vélo est devenu un nouveau paramètre dans votre entreprise et donc du coup, ben, vous ne vous posez plus la question. Vous n'avez plus cette peur par rapport à être attaché au sol. C'est comme quelqu'un qui devient végétarien. Je n'ai pas encore eu ce courage-là. Moi, je suis en transition par rapport à ça. Je mange encore de la viande, j'aime beaucoup le vin. Voilà, j'aurais du mal à quitter complètement ça. Par contre, je veux le faire parce que ça, voilà, il y a plein de raisons écologiques pour ça. Et en fait, donc je demande aux gens, mais comment tu as fait? Comment tu as fait devenir végétarien? Il y avait un ancien collègue à moi qui a dit, mais en fait, c'était très difficile au début. Pourquoi? Parce que en fait, on a notre assiette avec la viande, les féculents et puis les protéines, et donc il fallait remplacer le morceau de viande par autre chose. Et c'est très chiant parce qu'à un moment donné, voilà, on met du tofu, on met un œuf, on met du fromage, mais à un moment donné, on en a marre. On veut quelque chose de plus festif, de différent. Et en fait, c'est ça ce qui se passe quand vous allez dans un restaurant végétarien. En fait, on explose complètement le modèle. On ne pense plus comme dans l'ancien monde, voilà, féculents, protéines et légumes, mais en fait, on regarde de quoi a-t-on besoin? Ben, des protéines, des fibres, des vitamines, des glucides et encore quelques autres éléments, et on va les trouver ailleurs, dans des noix, dans des... Voilà, je ne suis pas spécialiste malheureusement encore
de la cuisine végétarienne, mais on a une autre façon de regarder la cuisine et de construire son plat. Pour la mobilité, c'est la même chose. C'est que, en fait, la mobilité, c'est quoi? C'est un besoin d'aller de A à B. Alors, il y a le vélo, mais il y a aussi l'intermodalité. Si aux Pays-Bas, le vélo marche bien, c'est parce que le train marche bien. Parce que quand vous regardez un train aux Pays-Bas, en fait, la moitié des personnes se déplacent, en fait, prend le train par le vélo. Donc, c'est parce que ce système marche parfaitement bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de se lancer dans le truc et après, vous ne le regretterez jamais parce que vous investissez forcément dans la santé, dans le bien-être, dans la responsabilité environnementale et sociétale que vous avez. Tout ça, c'est bien. Jean-François, tu veux que je arrive à une conclusion? Bientôt, mais tu as encore Je 5 t'entends minutes si pas. tu veux. Tu as Bientôt. encore 5 Alors, minutes. dans ce cas-là, je regarde les choses les plus importantes. Alors, 5 minutes. Alors, très bien. Qu'est-ce qui vous coûte de l'argent? Les gens malades. Saviez-vous qu'aux Pays-Bas, les employés posent 2 fois moins de congés maladie qu'en France? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire 1 semaine au lieu de 2. Si vous multipliez cette semaine en plus que chaque personne pose en moyenne en France par le salaire que ça coûte et par le stress posé sur les autres employés et par le manque de productivité, vous arrivez à des sommes absolument monstrueuses que vous pouvez très facilement éviter en investissant dans le vélo qui permet de bouger. Le vélo, ce n'est pas la solution à tout. Je ne suis pas un charlatan. Mais je peux vous dire que si les gens sont plus malades, c'est parce qu'ils ne bougent pas. Voilà, ça, c'est une certitude. Donc voilà, ce sont des chiffres. En fait, si vous en tant qu'individu, on peut dire, oui, mais bon, j'ai ma voiture, elle est devant ma porte, donc j'y vais parce que je n'ai que l'essence à payer, l'assurance, donc voilà, c'est comme ça. Oui, ok, pour lui, c'est une petite perte, entre guillemets. Il peut se le permettre. Mais vous, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une structure. Donc, ça engage beaucoup d'argent parce que même les parkings que vous offrez. Vous savez que le parking aujourd'hui, pour l'acheter en banlieue, ça coûte 20-30 000 euros. Ça se surveille, ça se répare, ça se construit, ça se paie des impôts dessus. Si vous comptez toutes ces sommes-là, c'est pour ça qu'aux Pays-Bas, des entreprises, en fait, ils ont pris conscience de ça. Et ils se disent, on va investir dans le vélo parce que ça nous évite de mettre à disposition tout un parc de parking qui, en plus, donne un mauvais message aux employés parce qu'en fait, le message qu'on passe, c'est prenez la voiture, sédentarisez-vous, mettez-vous dans les bouchons, arrivez trop tard. Voilà, ce n'est pas le bon message qu'on peut passer. Parfois, en France, j'entends des gens qui me disent oui, mais monsieur Van Osteren, vous êtes gentil, mais moi j'ai une société de service à domicile. Les gens ne peuvent pas faire tous ces trajets à vélo. C'est le contraire. Aux Pays-Bas, c'est cet argument-là qui fait dire aux gens ah, vous avez beaucoup de trajets à faire, utilisez la cyclo-logistique parce que c'est dans une voiture, vous allez vraiment vous poser problème. On ne peut pas faire beaucoup de trajets avec une voiture. Vous pouvez, mais vous allez passer 3 fois plus de temps sur la route. Donc, vous allez faire 3 fois moins de services. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais absolument partager avec vous? J'ai parlé de la responsabilité éthique que vous avez vis-à-vis des futurs. Je vous donne un dernier exemple. Et après, j'arrête. Non, je vais vous parler du programme Employeur Pro Vélo, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce programme. Le programme Objectif Employeur Pro Vélo, c'est un programme qui est lancé par la FUB, qui est la Fédération nationale des associations vélo que je représente. Je suis porte-parole du collectif Vélo de France. Et en fait, c'est un label qui va vous valoriser si vous décidez d'essayer d'obtenir ce label en tant qu'employeur qui fait des choses pour le vélo, donc pour ses employés. Et la bonne nouvelle, c'est que d'une part, vous êtes de toute façon obligé de faire tout ça parce que dès que vous avez plus de 50 employés, il faut faire un certain nombre de choses, selon la loi L'Homme qui a été adoptée en 2019. Et ce programme Employeur Pro Vélo va vous financer pour faire toutes ces choses-là et en plus va vous récompenser avec le label « Je suis un employeur Pro Vélo ». Et comme ça vient d'être lancé et l'objectif c'est de labelliser 4500 employeurs d'ici à 2030, vous pouvez être parmi les premiers employeurs de France qui sont des employeurs pro vélo. Donc, vous faites payer par des choses que vous devez faire de toute façon. C'est-à-dire, vous faites un diagnostic, il y a un consultant qui va passer chez vous, qui va être payé pour faire ça par des certificats d'économie d'énergie et qui va voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il y a 1000 choses à faire. Je vous passe la liste. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous le voulez.
Et donc voilà le conseil que je vous donne pour arriver. Et la dernière remarque, c'est quoi le sujet aujourd'hui pour les Français? On se lance dans une grande discussion sur l'avenir du pays. Il y a les présidentielles qui arrivent, on ne parle que de ça, alors que il y a dans 6 mois, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. C'est ce terme un peu abscon qui veut tout dire et rien dire. Le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de se déplacer. En fait, c'est un terme qui cache plein de choses. Ça cache aussi une pauvreté de mobilité. Ça cache aussi un pouvoir que les gens n'ont pas pour se déplacer. Donc voilà, c'est un appel à vous dire, c'est le pouvoir d'achat, oui, c'est vrai, c'est un truc vrai, mais il y a des choses concrètes qui se cachent derrière. Et le vélo, c'est un moyen de transport qui est à la portée de tout le monde, y compris de vos enfants, y compris les personnes âgées. C'est même mieux pour eux que d'être traînés dans la voiture comme des petits légumes. Merci pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Stan. Merci, Stan. Je vais faire la blague que nous fait souvent notre directeur technique Alexandre, cofondateur d'Asphalt, c'est qu'après tout ce discours, on se dit qu'il faudrait peut-être lancer une boîte dans le vélo. En fait, il y a un truc qui se passe. Merci en tout cas, c'est très motivant et voilà, ça défonce toutes les barrières et idées reçues que l'on peut encore avoir autour du vélo. On va peut-être commencer à remonter quelques questions, Camille. Oui, on en a plusieurs. Donc, je vais prendre la première question de Camille. Alors, c'est pas ma question, hein, je précise. Le plan vélo propose 25 mesures pour passer de 3 à 9% de part modale vélo à l'horizon 2024. Stan, es-tu toujours là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je rappelle la question du coup. Le plan vélo propose 25 mesures pour passer de 3 à 9% de part modale vélo à l'horizon 2024, donc notamment en vue des Jeux Olympiques. Est-ce vraiment réalisable selon toi? On pourrait aller loin au-delà de ça, et ça dépend de la création d'un réseau. En fait, il y a 2 R qu'il faut retenir si nous voulons rendre notre société cyclable. Et c'est le R il faut réduire la place de la voiture, c'est-à-dire en termes de vitesse, baisser la vitesse et baisser le volume, les 2 V, vitesse et volume, parce que dans un monde avec moins de voitures, surtout en ville, les gens osent se mettre à vélo. Et l'autre R, c'est le réseau. Il faut un réseau cyclable. Dans des villes comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Paris aujourd'hui, où les collectivités ont eu le courage de mettre en place un réseau continu, protégé avec des pistes cyclables, c'est-à-dire pas des bandes avec juste un trait de peinture, mais des pistes qui séparent les vélos des voitures. Mais en fait, c'est même pas une question est-ce qu'on peut y arriver, ça explose. Sur le boulevard de Sébastopol, qui est un des axes sur le réseau express vélo de Paris, en fait, il y a sur la petite pauvre piste cyclable de 3,50 m de large, il y a plus de gens qui passent que sur les 3 voies motorisées à côté. Pourquoi? Parce qu'une voiture qui roule 50 km/h prend 140 m² d'espace, avec, si vous prenez tout l'espace de sécurité. C'est-à-dire, ça bouffe la ville, pour le dire vulgairement. Alors que là, ça explose déjà. Donc en fait, à peine construite, la piste cyclable, parce qu'elle fait partie d'un réseau, elle explose déjà. Donc la question n'est pas est-ce qu'on peut, la question c'est est-ce qu'on veut. Est-ce que vous, en tant qu'employeur, dans la collectivité où vous êtes, est-ce que vous avez un débat avec la collectivité pour dire, mais moi, d'ailleurs ça se passe à Londres, les employeurs se sont mis ensemble pour dire, les Nike par exemple, des grosses sociétés qui disent, on ne veut plus que nos employés aient du mal à venir au boulot à vélo, parce que comme ça, on a des employés qui sont 15% plus performants, qui sont plus heureux. Nous, on veut que nos employés aient ce droit-là. Donc voilà, je vous retourne la question. Est-ce que vous voulez dépasser de loin ces 9%? Allez parler avec vos employés et aussi mettez vos employés sur le vélo, parce que plus il y a des gens à vélo dans la société, plus c'est pas dangereux, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle la sécurité par le nombre. Si vous avez beaucoup de personnes à vélo, les automobilistes vont les voir, ils vont faire très attention à eux, et c'est pour ça que ça devient de moins en moins dangereux. Merci beaucoup. On a une autre question d'Enis. Pourquoi le casque à vélo n'est-il pas obligatoire en France? Eh bien, heureusement, ça serait une catastrophe. Et nous sommes même très fâchés en tant qu'association vélo qu'on a imposé aux enfants. Pourquoi? C'est terrible. Parce que si on impose, en fait, imposer le casque,
c'est très contre-intuitif comme sujet. Hein. Donc, attention, c'est très compliqué. On n'est pas contre le casque, mais contre l'obligation du casque. Je vous explique pourquoi. Parce que si on ne l'a pas imposé, c'est grâce à nous, aux associations vélo, parce que nous sommes férocement contre cette mesure. Pourquoi? Parce que les pays qui ont testé ça, notamment l'Australie, au Japon, en fait, dès que vous imposez le casque, en fait, les gens ne vont plus faire du vélo. Imaginez d'obliger tous les utilisateurs de Vélib de prendre un casque. Vous pensez qu'ils vont encore prendre le vélo? Non, parce que j'ai où mon casque? Il est où? Ça crée quelque chose de compliqué. Et en plus, ça ébouriffe les cheveux. C'est vraiment, voilà, on ne veut pas. Et donc, du coup, les gens ne vont plus faire du vélo. Donc, il y a une chute dramatique des usagers de vélo. Et du coup, les quelques cyclistes qui restent redeviennent des gens en danger. Parce que si vous avez juste quelques cyclistes, les automobilistes ne vont pas faire attention à eux. Je sais que vous pensez à ce moment-là, je dis oui, mais si on faisait comme ça avec la voiture, si on enlevait l'obligation de ceinture sécurité, on aurait beaucoup plus de morts. Je reviens à ce que je viens de dire avant. Le vélo, ce n'est pas dangereux. Si vous voulez, aux Pays-Bas, aucun cycliste ne porte un casque, seulement les touristes. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que comme ça, les Néerlandais savent qu'ils savent faire du vélo, qui sont dangereux. Donc, c'est très bon pour la sécurité routière. Pourquoi les Néerlandais ne portent pas de casque à vélo? Parce qu'en fait, les autorités, ils ont décidé de protéger les cyclistes. Non pas en les casquant, mais en casquant, en payant pour leur donner des pistes cyclables pour qu'ils n'aient pas besoin de porter un casque. Parce qu'encore une fois, faire du vélo n'est pas dangereux. Le danger, c'est la voiture. Et donc, si vous séparez le danger de la victime, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le mauvais discours. Le casque, en plus, le casque, attention, le casque, ça crée ce qu'on appelle l'hypostasie du risque. Quand vous mettez un casque, que vous le veuillez ou non, en fait, vous vous sentez protégé. Alors que si une SUV vous roule dessus, le casque ne va pas vous sauver. Et donc, du coup, vous prenez plus de risques spontanément. C'est un effet psychologique. Et l'inverse est vrai aussi. Les automobilistes qui vont percevoir des cyclistes avec un casque, ils vont les percevoir comme des gens qui sont expérimentés et qu'on peut frôler plus. Donc, ils vont frôler plus les gens qui portent des casques. C'est-à-dire que vous êtes punis pour le fait de porter un casque. Alors, portez le casque si vous voulez, mais ne l'imposez pas, plutôt que d'imposer le casque et de penser au casque, qui n'est pas une mesure de protection. Alors, je vois, est-ce qu'il y a mon... J'ai plus de batterie, là, c'est bizarre. Mais c'est bon, on t'entend toujours. Ouais, alors, du casque. Le casque, ce n'est pas la solution. C'est ce qu'on appelle une sécurité passive. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment, en tant qu'employeur, soucieux de la sécurité de vos employés, demandez des pistes cyclables qui les protègent vraiment, mais qui ne leur obligent pas de mettre un casque, qui ne fait qu'adoucir les conséquences d'un choc. Il faut éviter le choc. Il faut éviter les chocs. Il faut pas... c'est un pansement sur une jambe de bois, en fait. Merci. Merci beaucoup. On sent que c'est un vrai sujet, le casque, en effet. Il y a des débats. Pas d'obligation. Ouais. Comment? Pas d'obligation. Et je souligne pour aussi mettre le sens, c'est que il y a une question de transition liée au casque. C'est que la position de dire il ne faut pas obliger parce que ça ne peut pas être une solution. La solution, c'est l'équipement et la sécurisation par cet équipement, des pistes cyclables, etc. Mais le casque peut être réellement conseillé dans pas mal de cas, notamment en France dans ce cadre de transition où on le sait très bien et on le voit tous, le vélo est en train de reprendre sa place, donc ça crée de la zizanie mal organisée du fait de l'équipement pour l'instant et des risques. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément d'obligation, mais il y a certains environnements où ça peut être conseillé. Je rajoute que le casque, en fait, c'est quoi? C'est un truc qu'on met sur des ouvriers qui vont dans un chantier dangereux. Mais le casque, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur des gens qui vont dans l'espace public. Si vous considérez qu'il faut mettre un casque pour sortir de chez soi et être dans l'espace public, en fait, ça veut dire que les élus ont failli à leur mission de créer un espace public de qualité où vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être renversé. Voilà, il faut créer des carrefours néerlandais, par exemple, qui protègent vraiment les gens. C'est ça. En fait, c'est parce qu'on a du mal à imaginer l'espace public autrement. Moi, ce que je vous demande en tant qu'employeur, c'est de prendre votre responsabilité et exiger des aménagements de qualité pour que vos employés n'aient pas besoin d'avoir peur et dire oui, il faut que je me casse parce que sinon je vais mourir. Non, il faut des pistes cyclables, c'est tout.
Merci beaucoup. On a une autre, Une dernière question, ouais, parce une qu'on va plus dernière avoir beaucoup de question temps. de Sylvain. Quels sont les arguments pour une cyclo-logistique urbaine en banlieue? En banlieue, ben, en fait, déjà, ça désengorge les routes. Déjà, ça permet de faire 3 fois plus de livraisons qu'avec une camionnette. Euh, c'est, Ça permet à vos employés d'être en bonne santé. Des gens qui sont passés de chauffeurs de camionnettes, c'est-à-dire qui se patatisent, qui sont assis toute la journée et en plus subissent un stress conséquent du fait de devoir s'embêter dans les embouteillages. En plus, un livreur, il ne peut jamais s'égarer, donc c'est un stress en permanent. C'est très mauvais pour le cœur. Alors que moi, j'ai fait les livraisons, j'ai testé tout parce que je veux parler de ce dont je veux connaître ce dont je parle. C'est génial parce que quand vous partez dans un vélo cargo qui coûte 6 000 euros, hein, vous savez pertinemment qu'à l'arrivée de l'adresse, vous pouvez vous garer partout. Parce que le vélo, c'est très discret. Donc voilà, c'est des arguments. Et en plus, il y a une image de marque. Aux Pays-Bas, c'est normal. Hein, de toutes les sociétés, voilà, des petites pétrolettes pour livrer des pizzas, ça n'a plus de sens. En France, vous êtes encore le pionnier si vous faites ça. Vous avez inventé la roue. Donc, mettez-vous en valeur en étant les premiers pour faire ça. Merci. Est-ce qu'on a le temps de faire une dernière question ou pas? Allez, toute dernière. Euh, Toute dernière. Alors, Anthony de Lille, quand on voit la différence de développement du vélo à Paris et à Lille, on se dit à première vue que c'est une histoire de volonté politique. Est-ce plus complexe que ça? Non, c'est ça. C'est une question politique. C'est une question de... et les citoyens qui s'expriment, d'ailleurs, je vous suggère de mettre en ligne sur votre site le baromètre des villes cyclables, qui est une enquête nationale qui permet aux citoyens de s'exprimer sur leur ville. Mais effectivement, c'est une ville cyclable, c'est une ville avec des gens visionnaires et qui ont le courage de changer, d'entamer la transition et de vraiment changer du cap. Et le mot clé, c'est retenez les 2 R, réseau et réduction de la place de la voiture. Vous ne vous rendez pas populaire avec ça parce que les gens n'aiment pas le changement, y compris moi-même. Sauf qu'une fois qu'ils ont passé ce changement, ils sont en train de bouger, je dis, tiens, c'est vachement bien. Par contre, il a fallu se... Est-ce que vous vous souvenez des restaurants où on fumait? Est-ce que vous voulez retrouver ces restaurants? Ben non. C'est justement, mais ça a été très difficile parce que, dis donc, le commerce allait mourir, comment on fait avec les fumeurs et tout ça. C'est donc, voilà, cette transition qui permet de... Il faut juste se lancer et après, les gens vont vous remercier. Et c'est même nous, en tant que citoyens, qui allons faire la pub pour vous, pour votre ville et votre employeur. Un employeur à l'ancienne qui n'investit pas dans le vélo, c'est has-been. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Stein. Il y a d'autres questions, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de Mais répondre on te les communiquera. Peut-être qu'on réussira à faire un point par écrit dans un email de remerciement. En tout cas, je voulais vraiment sincèrement te remercier parce que mon anniversaire, c'était le 2 juin et on m'a offert ton bouquin. Le 3, je viens de regarder, le 3, je te faisais un message sur LinkedIn le 3 juin pour dire, allez, ça serait bien qu'on puisse organiser ce genre de choses. En 4 mois, on l'a fait. On a eu du mal à trouver ce créneau, mais je te remercie énormément. Tu es très, très demandé. Demain, Stein sera sur la scène du TEDx sur les futurs désirables. Et je pense qu'on vient d'en avoir un bel exemple sur l'heure qu'on vient de passer ensemble. Si vous êtes dans la région lilloise, ça se passe à Roubaix demain soir. Si vous n'êtes pas dans cette région, vous y aurez accès en replay sur le site de TEDx. Et il y aura plein de belles sessions dans ce thème d'une nouvelle société et d'un futur désirable pour tous, dans lequel le vélo a un certain rôle. Je pense que Stein, je vais t'embaucher aussi pour que tu viennes avec moi en rendez-vous. Je pense que tu as plein de Ouais, choses à dire. je pense que tu vas rejoindre l'équipe Asphalt pour nous aider à déployer le En vélo. tout cas, c'est pas du tout pour vendre ton livre, mais vraiment, c'est hyper intéressant et c'est passionnant pour tout le monde, que vous soyez dans le milieu rural, en ville ou autre. C'est un livre de société qu'on doit tous lire aujourd'hui et auquel vous pourrez même avoir des débats avec votre famille ou vos proches. Donc, oui, Je Stein, voudrais vas-y. rajouter une phrase là-dessus, c'est qu'effectivement, l'idée de ça, c'est d'avoir un débat. Et d'ailleurs, si votre société, si vous dites, tiens, ça m'intéresse,
je viens dans votre société pour avoir ce débat avec vos employés. Parce que l'idée, ce n'est pas que de lire, mais c'est d'échanger et de faire avancer l'esprit. Je fais ça, je vous demande juste d'acheter le livre et de le donner à vos employés pour faire un beau cadeau qui va profiter en plus à vos libraires. Moi, j'ai un boulot, je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Et du coup, ça va vous permettre de créer ce débat qui est très positif pour la société, je pense. Tout à Merci en fait. tout cas. Merci de cette mission que tu t'es octroyée et que tu nous aides à évangéliser au sein de notre société. On se retrouve dans un mois. Alors là, c'était un peu exceptionnel parce qu'il fallait trouver un créneau compatible pour Stein. On avait décalé au vendredi, mais normalement, Votalk, c'est toujours le premier jeudi du mois. Dans un mois, on se retrouve autour du forfait mobilité durable, du crédit mobilité et du vélo. Comment est-ce que les entreprises peuvent mixer ces différentes mécaniques et on sera accompagné de skippers et d'EcoDev pour parler de cette intégration des nouvelles politiques de mobilité dans les entreprises. Et le mois suivant, début décembre, on se verra sur tout ce qui est le cadre réglementaire, le petit livre rouge que je vous évoquais tout à l'heure, pour les droits et devoirs des cyclistes, des employeurs, quels sont les risques, comment est-ce qu'on les contourne, etc. On va parler avec des juristes, avec des assureurs, avec des responsables et des connaisseurs de ces environnements pour également connaître dans quel terrain de jeu on évolue quand on déploie le vélo dans le monde professionnel. En tout cas, merci à tous. On a le droit de se dire au revoir et puis vous pouvez envoyer vos petits emojis aussi pour nous dire si c'était bien. Ça fait toujours du bien d'avoir vos feedbacks et de savoir si ces talks vous plaisent. En tout cas, nous, on y prend beaucoup de plaisir. Et je pense que tout le monde, Stein, Camille, se joignent à moi pour vous remercier d'être venus aujourd'hui. Et à très bientôt. Le replay sera disponible sous quelques heures sur notre chaîne YouTube Asphalt. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Et Au revoir à tous. au revoir. Merci, Stein. Merci.